Voilà, bonjour, mesdames et messieurs. Un grand merci évidemment pour cette présentation et pour l'invitation en général à ce colloque et à vous tous évidemment d'être venus déjà en nombre ce matin. Le but de ce colloque intitulé « L'Europe en 2050 » n'est pas de montrer par quels remèdes et réformes nous arriverons à créer un monde utopique, parfait et surtout politiquement correct, et ceci en à peine une génération. Dans mon interprétation du devoir qui nous est posé par les organisateurs et surtout Hervé Asquin, que je remercie sincèrement d'avoir osé de mettre à l'agenda un sujet d'une telle importance, il s'agit plutôt d'oser la prospective historique et de dresser, dans les limites de nos compétences scientifiques ou pratiques respectives, le tableau de ce à quoi l'Europe ressemblera, selon toute probabilité, dans 35 ans, si les évolutions que nous observons actuellement continueront à développer toute leur dynamique, donc sous l'hypothèse économique Ceteris paribus. Il s'agit donc d'un exercice périlleux, car nous sommes tous conscients, peut-être même parfois trop, que des facteurs exogènes et imprévus peuvent changer le cours de l'histoire, bien que la mesure dans laquelle les lignes générales de l'histoire sont déterminées par un dynamisme inhérent à l'évolution de chaque civilisation humaine reste toujours à déterminer. Cela peut donc paraître particulièrement inopiné et perturbant de voir non seulement un historien, mais en plus un historien de l'Antiquité prendre la parole dans le débat sur le futur de l'Europe, car qui, pourrait-on croire, connaît mieux que l'historien toute la nature imprévue et imprévisible du cours de l'histoire. Et pourtant, je ne suis pas de cet avis-là et oserais même, au contraire, tourner cette argumentation très commode, et non le moins pour les historiens eux-mêmes, sens dessus-dessous. Qui d'autre que l'historien pourrait être à la hauteur de tirer les leçons de l'histoire ? Qui d'autre pourrait mieux juger de la probabilité des événements futurs que ceux qui ont étudié le passé? Et qui d'autre que l'historien est à même de répondre à l'appel lancé il y a déjà 2400 ans par Thucydide d'Athènes et d'éclairer, je cite, « ceux qui veulent voir clair dans les faits passés et par conséquent aussi dans les faits analogues que l'avenir, selon la loi des choses humaines, ne peut manquer de ramener. » Fin de citation. Et l'enjeu de cette question est tout sauf anodin, car si l'historien, lui aussi, devait se joindre au cortège de ceux qui nient que l'histoire puisse se répéter dans ses structures essentielles, alors la réflexion non seulement sur le futur, mais aussi sur le présent, sera laissée aux mains de ceux qui, souvent, sont les moins qualifiés pour cette tâche, car personnellement engagés et donc pris dans des conflits d'intérêts permanents, les hommes politiques. En effet, le monde d'aujourd'hui est largement dominé par les actions politiques prises en fonction des prévisions au court, au moyen et rarement au long terme. Or, il est évident que dans un système démocratique vivant autant au jour le jour que le nôtre, rares sont ceux qui voudront donner une image négative du futur qui nous attend dans quelques décennies, si cela implique de mettre en place des mesures impopulaires durant la période législative actuelle. Et pourtant, et en dépit de toutes les réserves légitimes que l'on peut avoir au sujet des limites de notre clairvoyance, l'homme, s'il veut survivre, doit absolument se faire une image, aussi incomplète qu'elle soit, du lendemain afin de se préparer à temps. Dès lors, qui d'autre que l'historien pourrait l'aider dans cette tâche ? Certes, la réponse que donnera l'historien, ou au moins certains d'entre eux, ne sera pas toujours agréable à entendre, car contrairement à son frère jumeau, l'homme politique, l'historien ne doit que rarement se soucier de sa popularité ou des prébendes attachées à l'une ou l'autre charge officielle. C'est donc en bénéficiant de cette autonomie que je me permets de partager avec vous maintenant quelques-unes de mes réflexions sur le monde qui attendra nos enfants quand ils seront adultes. Quelques-uns d'entre vous auront peut-être déjà entendu parler d'un livre que j'ai publié il y a 3 ans maintenant et qui, chose inattendue pour un historien de l'Antiquité, a été l'objet d'un certain débat médiatique. Je fais allusion à mon essai intitulé « Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, analogie historique ». Je ne peux revenir ici sur l'argumentation de ce livre et prendrai donc la liberté d'inviter l'auditeur intéressé à consulter l'ouvrage, tout comme aussi mon dernier volume
volume de Platon à Fukuyama, qui vient justement de paraître, s'il veut mieux comprendre les bases méthodologiques et historiques qui sous-tendront mon argumentation d'aujourd'hui. Je ne rappellerai ici que le point de départ, la crise de la République romaine du 1er siècle avant notre ère, dont émergera le régime autoritaire du Principat augustéen, correspond sous de nombreux angles à la crise que vit la société occidentale depuis quelques décennies. Chômage en perpétuelle croissance, polarisation sociale, démographie en baisse, individualisme outrancier, immigration de masse, déclin des religions traditionnelles, déconstruction du modèle familial classique, mondialisation, émergence d'un régime oligarchique et technocratique, domination de l'économie sur la politique, explosion de la dette souveraine, culture du pain et des jeux, naissance du concept de la guerre asymétrique, terrorisme religieux, remplacement des valeurs traditionnelles par des valeurs humanistes et universalistes. Tout cela n'est nullement le propre de l'histoire du XXIe siècle, mais faisait déjà partie du quotidien des dernières décennies de la République romaine et a provoqué de manière presque inévitable le déchirement de la société méditerranéenne dans des guerres civiles interminables. Dans mon livre, je n'avais pu qu'effleurer ce dernier point. Je profiterai donc volontiers de l'occasion de ce colloque pour rentrer un peu plus dans les détails. Osons donc quelques prévisions pour les années à venir sous forme d'une énumération de 15 thèses sur base des dynamiques actuelles et du comparatisme historique. 1. Ainsi, le manque de croissance chronique de notre continent, dû à la fois à la satiété du consommateur et à la désindustrialisation d'une Europe dépendant autant du reste du monde que l'Italie de la République romaine des importations méditerranéennes, est devenu à un tel point préoccupant que l'on voit mal, dans les conditions actuelles, un redémarrage de l'économie sans événements majeurs tels que des catastrophes endommageant lourdement les infrastructures économiques existantes. 2. Même les tentatives actuelles de redresser la croissance et la compétitivité grâce à la déconstruction de l'État social ne signifient finalement rien d'autre que de relancer l'économie au prix de la paupérisation des travailleurs et d'acheter l'opulence des happy few au prix de la tiers-mondialisation de l'Europe. Une polarisation des revenus et fortunes exacerbée par la disparition inexorable de la classe moyenne, victime de la délocalisation, de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie européenne, tout comme l'étaient les petits artisans et fermiers italiques du IIe et Ier siècle, incapables de soutenir la compétition avec les grandes entreprises agricoles et artisanales lancées par l'ordre des chevaliers ou des sénateurs, employant essentiellement une main-d'œuvre servile. 3. La divergence grandissante entre riches et pauvres se reflètera aussi dans l'antagonisme de plus en plus violent entre un système scolaire et université au service minimum et un autre de catégorie supérieure réservé de fait aux élites financières et à quelques rares boursiers. Alors que la première sera dominée par le nivellement par le bas, l'éducation aux valeurs du politiquement correct et la formation de simples receveurs d'ordre, le second, organisé autour de quelques pôles internationaux tels que Oxbridge ou l'Ivy League, constituera la condition sine qua non pour l'admission au poste de haute responsabilité, tout comme au temps de la République romaine, le séjour à Athènes ou Rhodes remplaçait celui plus accessible au commun des mortels au sein des écoles des cités étrusques. 4. D'un point de vue infrastructurel, la réduction de la productivité européenne au domaine agricole et tertiaire, tout comme la paupérisation des grandes foules et le caractère presque exclusivement urbain de notre civilisation, impliquera un dualisme croissant entre quelques grandes mégapoles d'un côté, peuplées par une foule déracinée, individualiste et vivant soit de l'assistance sociale, soit de petits boulots dans l'administration tentaculaire de quelques grandes multinationales, et d'un autre, une campagne de plus en plus délaissée par les habitants et dominée par quelques grandes entreprises agricoles, exactement comme à la fin de la République romaine, quand les campagnes étaient largement laissées aux mains des grands propriétaires fonciers de leur monoculture, alors que des villes comme Rome subissaient une explosion démographique sans précédent. 5. La conversion de la gauche aux idéaux du libéralisme favorisera de plus en plus le retour à un ordre social ressemblant à celui du XIXe siècle, de manière semblable au déclin du mouvement des populares après la chute à Rome des Gracques et de Marius.
Il se caractérisera dans les faits par la totale libéralisation des salaires, par la restriction du droit de grève, par la soumission de l'État aux intérêts du monde économique et financier, par la privatisation d'instances d'utilité publique et par la spirale infernale d'une austérité permanente alimentant, aux frais du contribuable, les caisses des divers instituts financiers. Dans le même esprit, l'État procédera à son autodémantèlement au profit de diverses institutions internationales dont la composition ne sera plus soumise à des procédures démocratiques et qui, par le biais de traités et réglementations internationales, limiteront encore plus l'impact politique immédiat des citoyens, et ce, au profit des lobbies les plus diverses. 6. L'individualisme outrancier, la déconstruction de la famille classique, l'impact de la théorie du gender mainstreaming, l'échec de l'éducation anti-autoritaire, la baisse des salaires, la mauvaise conscience collective face aux crimes de notre civilisation, tout cela ne fera que renforcer le déclin démographique, qui fut aussi l'un des symptômes les plus significatifs du monde gréco-romain de la République romaine tardive. Les décennies à venir verront ainsi la lente disparition de populations entières, surtout en Europe de l'Est, et un déséquilibre de plus en plus grand entre les Européens de souche et les populations immigrées. De plus, la grande mobilité entre grands centres provoquera une lente homogénéisation à l'intérieur de ces deux groupes et dès lors le risque de se voir généraliser des conflits purement locaux ou régionaux entre ces groupes. 7. D'un point de vue culturel, les prochaines décennies verront partout la victoire de la langue anglaise et du modèle social anglo-saxon. L'anglais deviendra inévitablement, comme le latin, la langue véhiculaire européenne et évincera dans la réalité quotidienne, les sciences et l'administration européenne, les idiomes locaux. En même temps, la dévalorisation de l'histoire au profit du progrès, de la tradition au profit de la culpabilité et de l'art classique au profit d'une esthétique macdonaldiste reprend les derniers liens de continuité immédiate avec notre passé commun et favoriseront l'américanisation de notre culture et le rejet des acquis de notre passé comme élitiste. 8. L'islam deviendra, dans quelques années, la force religieuse et culturelle la plus importante du continent européen, bénéficiant non seulement de la disparition de fait du christianisme du domaine public, mais aussi d'une attitude politiquement correcte voulant garantir la laïcité par la tolérance religieuse et favorisant, dans la réalité, l'émergence d'une société parallèle largement dominée par des structures religieuses. Certes, au moins les couches aisées des nouveaux citoyens musulmans développeront, certes, un islam laïque à l'image du christianisme moderne et modéré. En revanche, l'exploitation économique des travailleurs musulmans, leur manque d'accès à une formation de haute qualité, la ghettoisation des populations immigrées et le manque d'attractivité du modèle civilisationnel européen en pleine décomposition ne feront que renforcer la création d'une société parallèle, se trouvant en opposition plus ou moins avouée avec le reste de la culture européenne, de manière analogue dans le monde romain, à l'importance grandissante du christianisme primitif, caractérisé par son opposition à la société païenne gréco-romaine, son ancrage culturel dans le monde levantin et son intransigeance doctrinaire. 9. Contrairement au discours politiquement correct dominant actuellement, le matérialisme, l'individualisme, le multiculturalisme et le libéralisme n'assureront pas la liberté de penser, l'épanouissement personnel, la tolérance et le bien-être général, mais créeront au contraire une société dominée de plus en plus par la perte des valeurs, par l'égoïsme, par l'intolérance et par l'exploitation. Dès lors, et en dépit des tentatives actuelles de décrédibiliser les garants traditionnels de la solidarité, tels que la famille, le village, la foi, la patrie ou la culture, nous assisterons à une lente radicalisation de certaines parties de la population tentant de se recréer, même de manière artificielle, de nouvelles identités régionales, religieuses, ethniques ou sexuelles, essentiellement basées sur le rejet du discours officiel. Ces nouveaux groupements alternatifs ou radicaux, semblables aux divers groupuscules populistes ou traditionalistes romains dont émergeront plus tard les césariens, ne tenteront pas seulement de démasquer l'hypocrisie du langage politiquement correct
risquant ainsi aussi de rejeter les idéaux démocratiques et libertaires que celui-ci met en avant, bien que de manière pervertie. Il succombera aussi à la tentation de ne pas chercher la responsabilité du marasme social dans le système en tant que tel, mais plutôt dans des autres groupes faisant office de bouc émissaire et contribueront à la déstabilisation de notre société. 10. Ainsi, d'un côté, la présence de plus en plus forte de ces groupements extrémistes dans les divers corps politiques accélérera la déconstruction du système démocratique, déjà fortement sclérosé par la montée de l'oligarchie, de la technocratie, de l'apolitisme et de l'influence du monde économique, et incapable, suite à la multiplication des échéances électorales et des diverses institutions politiques, de mettre en œuvre des plans de réforme et de relance à longue durée et à grande échelle. Exactement comme dans les dernières décennies de la République romaine, quand le Sénat se montra incapable d'attaquer les nombreuses réformes dont dépendait pourtant la survie de la République. 11. D'un autre côté, la frustration généralisée éclatera de plus en plus souvent en de véritables affrontements violents et en un état de guerre civile larvé. Certes, non pas entre armées, comme à Rome, mais entre divers groupes ethniques, sociaux et religieux, se dotant de forces paramilitaires et centrés autour des banlieues, des quartiers défavorisés ou des ghettos. 12. Dès lors, l'incompétence de l'État à faire face à cet état d'insécurité permanente sera le résultat de l'incompétence sera la réduction du pouvoir public aux compétences administratives prioritaires et à certaines zones territoriales clés seulement, nécessaires à la stabilité de l'ensemble. Tout comme à Rome, le pouvoir de l'État se réduisit aussi comme une peau de chagrin, comme le montrent les désordres liés au tribunat de Claudius. Ainsi, nous pouvons supposer que le pouvoir de l'État futur se concentrera surtout sur les centres-villes, les quartiers administratifs et financiers, les zones de résidence des populations aisées, les voies de communication et aéroports, ainsi que les zones industrielles. Et alors que ces zones verront de plus en plus souvent la présence de forces armées et le contrôle de plus en plus intransigeant de l'adhésion aux valeurs du politiquement correct, même au péril d'une constante surveillance électronique du citoyen, les pouvoirs publics secondaires, en revanche, seront soumis à une privatisation ou même à une communautarisation légitimée par l'idéologie de la subsidiarité, mais étant de plus en plus en conflit et en opposition violente. 13. Cette situation d'insécurité et de chaos grandissant, devenant à la longue intenable, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les pouvoirs économiques, nous verrons l'émergence d'un discours politique de plus en plus autoritaire et finalement l'arrivée au pouvoir d'un groupement politique mettant en avant des idéaux essentiellement basés sur une restauration semblable à celle mise en avant par le pouvoir augustéen et son idéologie de la République restituée, la Respublica Restituta. La restauration de l'ordre, de la sécurité, de la liberté, de la tradition, etc. Peu importe si ce mouvement est issu des groupements alternatifs extrémistes, obligés, une fois au pouvoir, de faire face à la responsabilité politique quotidienne, ou plutôt des partis politiques établis copiant les discours populistes afin de regagner l'appui d'un électorat aliéné. À Rome aussi, le parti augustéen rassemblait à la fois césariens et optimates. À ce stade critique de l'évolution de l'Union européenne, il est difficile de juger si ces pouvoirs autoritaires exerceront leur pouvoir à l'échelle nationale et contribueront à la dissolution de l'Union, ou si, au contraire, la nécessité de trouver une réponse commune à une crise commune combinée avec la déconstruction de l'État-nation opérée depuis des décennies, amènera une réforme autoritariste des structures européennes existantes ou nouvelles. 14. Les conséquences d'une telle réforme autoritaire seront ambivalentes. Ainsi, d'un côté, il peut être supposé que la mise en place d'un régime plébiscitaire et populiste pourra amener une certaine stabilisation des conditions sociales des plus démunis et donc une amélioration indéniable des conditions de vie et de travail des grandes masses, comme ce fut le cas à Rome. De plus, la restauration d'un certain semblant de retour aux valeurs du passé permettra à bon nombre de citoyens désorientés de retrouver leur place dans la nouvelle société et de participer à un nouveau consensus culturel traditionnaliste qui, paradoxalement, sera plus à même de faciliter l'intégration des minorités
que l'impression de vide laissée par les idéaux universalistes du passé, exactement comme à Rome, où Auguste et ses contemporains créèrent une notion de romanité non exclusive et accessible à tous ceux qui désiraient monter les échelles de l'intégration politique et sociale. 15. D'un autre côté, et ce, bien que le nouveau régime s'érigera en défenseur de la démocratie et des libertés civiques, l'exercice des droits constitutionnels des individus dépendra alors largement de leur adhésion au nouvel État et la lutte contre le terrorisme, l'intolérance et le désordre amènera inévitablement l'installation d'un État policier. Néanmoins, vu que la plupart des libertés perdues n'existaient déjà plus au temps de la crise que de manière purement nominale, peu de citoyens réaliseront probablement la véritable signification de cette transition. Il y a 2000 ans déjà, cette transition vers le principat augustéen fut en effet considérée par bon nombre de citoyens, non pas comme passage à un régime oppressant, mais au contraire comme transition vers un État plus démocratique, par plus à l'écoute des grandes masses. En conclusion, comme la République romaine tardive, nous semblons vivre les dernières décennies, voire dernières années, du système étatique tel qu'établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être non en ce qui concerne sa forme extérieure, mais en tout cas en ce qui concerne son contenu réel. En effet, le risque de nous diriger tout droit vers un état de guerre civile plus ou moins latente, à la fois entre ethnies et entre couches sociales, devient de plus en plus grand, et une fois arrivé à ce stade, il est plus que probable que l'on ne puisse en venir à bout que par un revirement autoritariste semblable à celui qui transforma la République en principat. Certes, cette perspective n'est guère réjouissante, et je suis le premier à espérer que mon approche est fondamentalement erronée. Mais elle a, me semble-t-il, au moins le mérite de nous faire ouvrir les yeux sur un scénario qui gagne en probabilité de jour en jour et nous permettra de prendre nos dispositions si le pire devait arriver. Car le but de la prospective historique n'est pas de nous faire miroiter un futur utopique correspondant à nos désirs, ni de discuter des mesures à prendre pour que nos espoirs puissent un jour devenir réalité, mais au contraire d'adopter une position pragmatique et de développer le futur sur base d'un calcul froid des dynamiques existantes aujourd'hui et maintenant. Serait-il possible d'apprendre de l'histoire ou sommes-nous obligés de reproduire des cycles historiques trop complexes dans leur ampleur pour pouvoir en dévier la direction ? Et, comble de l'ironie, serait-il possible que justement les tentatives visant à nous éviter le destin de la République romaine pourraient accélérer le processus nous amenant tout droit vers un État autoritaire, comme dans une de ces tragédies grecques où le refus de destin en hâte la réalisation? Seul le futur nous l'apprendra. Mais j'avoue que là non plus, je ne suis guère optimiste. Merci bien pour votre attention.